Nous avons avec nous 4 intervenants que je vais vous présenter. Nous avons tout d'abord, à la droite de la salle, enfin ma droite, Philippe Gauthier, qui est le directeur général du MEDEF International, qui nous expliquera ce qu'est le MEDEF International, en quoi le MEDEF International aide les entreprises à exporter, et particulièrement en Afrique. Et puis il nous dressera le cadre général, à la fois économique, politique, social, les risques, les opportunités aussi, le cadre général donc sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal. À côté de lui, nous avons Olivier Poliac. Olivier, comment vais-je te présenter? Tu es un responsable du développement international pour plusieurs entreprises importantes du territoire, un responsable à temps partagé, on va dire. Exactement. Voilà. Sur l'Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire, mais aussi un peu le Sénégal, et puis bien d'autres destinations, parce que je pense qu'on va essayer d'élargir aussi à d'autres opportunités. Et donc tu nous feras un retour sur ton expérience de terrain en tant qu'entrepreneur, comment tu vis les choses, comment ça se passe une implantation en Afrique, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. À côté de toi, à ta gauche, Emmanuel Kameskas, de la société Alert Gasoil, une start-up en plein développement, particulièrement en Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Et toi aussi, tu nous feras part de ton expérience de terrain, tu nous raconteras tes succès, mais aussi tes échecs, c'est important, parce qu'on apprend de ces échecs. Et tu nous parleras aussi de ton approche cross-culturelle. Ça, c'est intéressant, parce que tu es aussi un grand spécialiste de l'Asie. Et du coup, tu as un point de comparaison Asie-Afrique qui est assez intéressant. Et puis, Marcelin Nda, donc de LCL, Crédit Agricole, spécialiste des financements de projets en Afrique, qui connaît très bien l'Afrique, très bien la Côte d'Ivoire, très bien le Sénégal, et qui nous expliquera comment s'implanter en Afrique et puis surtout comment financer des projets sur ces 2 destinations, mais pas que. Il y a d'autres pays aussi dont vous souhaitez nous parler. Donc voilà. J'espère qu'on aura beaucoup d'échanges avec la salle. On n'est pas très nombreux, c'est parfait, ça tombe très bien. On pourra faire dans la convivialité et dans l'échange. Donc n'hésitez pas à tout moment à poser des questions, à interrompre même, je pense que vous n'y verrez pas d'inconvénient, les intervenants, de manière à ce que ça soit le plus vivant possible. Philippe, je commence par toi, je te laisse la parole pour le cadre global, donc Sénégal, Côte d'Ivoire. Merci Denis, bonjour à tous. Donc je vais essayer de faire court, parce qu'une présentation un peu macroéconomique, en plus bon, on fait pas de slide je crois aujourd'hui, donc c'est vraiment l'échange qui compte. Donc sur ce qu'on m'a demandé, c'est de présenter très rapidement, je vais vous dire quelques mots sur MEDEF International, sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. C'est une bonne approche, je pense. Deuxièmement, un petit tour d'horizon sur le Sénégal, comment on voit le Sénégal aujourd'hui, ce qu'on fait avec le Sénégal, et deuxièmement avec la Côte d'Ivoire. Sur MEDEF International, notre base Afrique aujourd'hui, c'est un peu plus de 4000, 4500 représentants d'entreprises qui sont avec qui on travaille un peu pas au quotidien parce que tout le monde ne s'intéresse pas à tous les pays. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Et quand je dis Afrique, c'est Afrique continentale. Donc de temps en temps, on sépare Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Il y a quelques années, on a décidé de les réunir dans notre organisation. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir puisque l'Afrique du Nord est souvent une bonne base pour travailler sur le reste de l'Afrique, pour certains aspects que je pense certaines entreprises utilisent volontiers, notamment à travers le Maroc, mais ça peut être avec d'autres pays, l'Égypte pour certaines activités, l'Algérie qui veut absolument être une plateforme pour l'Afrique, mais enfin ils ont un petit peu de chemin à faire encore pour ça, mais ils ont fait une grande conférence cette année avec cette perspective. Et puis la Tunisie, là aussi on a de bons partenaires en Tunisie, notamment des fonds d'investissement qui travaillent bien sur l'Afrique subsaharienne. Donc nous on a décidé de ne pas le séparer. Et de travailler sur l'ensemble du continent, en tout cas d'avoir une vision un peu globale sur l'ensemble du continent. Après, il faut travailler pays par pays, voire région par région. Voilà. Donc sur les activités de MEDEF International, très rapidement, j'en ai noté 7, mais je vous rassure, c'est très court. Un, c'est d'être le porte-parole des entreprises. C'est le statut de MEDEF International il y a 30 ans. On nous a dit, je n'étais pas là, moi je suis arrivé en 2005, mais on m'a dit, voilà, c'est d'abord représenter le MEDEF dans le monde. Donc à partir de ça, on a développé pas mal d'activités, surtout dans les pays hors OCDE. Donc on fait un petit peu d'OCDE,
mais très peu. Et on est indépendant du MEDEF statutairement. Donc on est une association à but non lucratif. On est payé à 40% par des entreprises. Et on en a à peu près 600 régulièrement qui nous donnent une forme d'adhésion. Mais vous voyez, rien que pour l'Afrique, on a 4500, pas entreprises, mais représentants d'entreprises. Je pense que dans les grandes, on en a beaucoup. Et donc 60% de notre activité, c'est nos opérations. On en fait un peu plus de 211 exactement en 2016. Et là-dedans, il y a un tiers d'actions gratuites. Donc c'est vraiment d'actions collectives. Donc ce qu'on ne fait pas, c'est accompagnement individuel, sauf cas extrême. Souvent une petite entreprise qui vend au Venezuela, qui a oublié de regarder que la monnaie n'est pas convertible. Des petits montants au Venezuela, on ne peut pas récupérer. Mais dans des pays comme l'Afrique, on peut, dans certains cas. Bon. Donc c'est un peu les situations d'urgence où là, je dois dire qu'il y a une bonne... n'hésitez pas à faire appel à nous, à la Chambre de commerce, il y a d'autres organismes. Là, on est très solidaires et on essaie de sauver ce qu'on peut sauver. Voilà. Là, c'est de l'influence, c'est de la relation, c'est du carnet d'adresse. Mais ce n'est pas notre activité quotidienne, donc c'est de l'action collective. Deuxièmement, c'est échanger. C'est très important sur l'Afrique. Il faut échanger, valider, checker, double-checker avec des gens qui connaissent bien le terrain. Et sur Côte d'Ivoire, Sénégal, on a de la chance, il y a beaucoup de Français. Et la diaspora française, il faut faire un peu attention. Il y a les vieux Français qui sont toujours utiles. On en a dans beaucoup de pays, en Afrique et ailleurs. Là, on était aux Philippines récemment. Il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe Gauthier. Il a le même orthographe que moi, mais quelques années en plus. Et c'est le modèle de personnes qui sont là depuis très longtemps, peuvent nous aider, mais il ne faut pas se limiter, il faut voir avec d'autres et vraiment valider vos informations, votre partenaire, qui il est. C'est valable en Afrique comme c'est valable en Iran, juste à côté. Ça, c'est vraiment très important parce que vous pouvez finir, ce qu'on disait tout à l'heure, en prison aux États-Unis si vous n'avez pas fait ça. Donc il faut faire un peu attention. Troisièmement, c'est essayer de nouer des partenariats avec des chefs d'entreprise. On le fait partout dans le monde, mais on le fait beaucoup en Afrique. Donc on a des accords avec des communautés business. Les communautés business ne sont pas très visibles souvent. C'est le cas dans des grands pays comme le Nigeria, où on a une classe moyenne élevée, on a soi-disant un risque élevé, mais il y a des communautés d'affaires qui sont extrêmement fortes. En Côte d'Ivoire, les relations entre le business et le pouvoir est quand même un peu mieux, au Sénégal aussi. Mais c'est quand même utile pour nous de nouer des relations à long terme. Et c'est ce qu'on fait. Donc on essaie de regarder qui sont les personnes avec lesquelles on doit être en contact. Donc là, on est vraiment plus dans le social, dans le sociétal. Ensuite, on rencontre les principaux décideurs publics de ces pays. Donc voilà, là, il y a beaucoup de pays, vous le savez, si on n'a pas, pour certaines activités, pour beaucoup d'activités dans certains pays, l'accord du président, du Premier ministre, du ministre, ça ne marchera pas. On aura des ennuis à un moment donné. Donc nous, on fait cette relation. Et puis après, on a des activités nouvelles. Donc des activités nouvelles, c'est les filières. Donc on a créé des filières de développement et ça marche plutôt bien pour le développement urbain, pour l'agro-industrie, pour le numérique, certains domaines du numérique. Tout est numérique, donc même la ville. Donc c'est certains domaines comme la cybersécurité ou les offres en matière de e-gov. Bon, tout ce qui est administration numérique. On a développé un index dont vous faites partie d'ailleurs, Alert Gas Oil, sur l'Afrique qui s'appelle le UP 40. C'est référence à start-up et à CAC 40. Donc c'est que des start-up qui travaillent au moins, qui font un tiers de leur chiffre en Afrique. Et je veux dire, c'est très intéressant ce qu'elles font. Elles ont beaucoup d'idées et c'est pour nous un modèle d'avenir. Et enfin, on travaille beaucoup en matière de financement. Le financement, c'est un sujet que vous allez devoir aborder, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Ce sont des pays qui sont... et ça reflète aussi la bonne santé d'un pays en général en Afrique. C'est des pays qui sont très aidés ou qui sont bénéficiaires de fonds internationaux, y compris d'institutions financières internationales. Donc il faut regarder un petit peu
cet aspect-là, voir ce que fait la Banque mondiale, la Banque africaine. Bon, ça peut, dans certaines activités, être très utile. Donc nous, on est assez présents sur ces sujets-là. Notre action, qui est souvent commune avec Business France, d'ailleurs, c'est nous, on fait de l'amont, amont de projet, très utile pour l'Afrique, que ce soit Côte d'Ivoire ou Sénégal, d'ailleurs. Donc on regarde comment apporter la bonne solution qui va convenir à tout le monde. Voilà. Et là, on progresse. Et on travaille aussi sur les règles. Business France va faire plus du pipeline de projets. Donc, il regarde ce qu'il y a comme projet qui va sortir en appel d'offres ou qui est sorti et comment on va répondre au mieux. Voilà. Donc, nous, on fait l'amont, ils font l'aval. Voilà. Donc, je reviens vite sur le Sénégal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je ne vais peut-être pas vous donner tous les détails de ce qu'on m'a préparé, mes petites équipes Afrique. On a 5 personnes qui travaillent sur l'Afrique. Mais vous dire que, c'est effectivement un pays en ce moment qui marche plutôt bien, qui bénéficie d'une aide internationale quand même forte. Donc, sans ça, le Sénégal aurait du mal à se développer à la vitesse à laquelle il le fait, donc avec des taux de croissance qui sont de 6, 7, 8%. C'est tout à fait ce qu'a dit Denis tout à l'heure. On est dans cet ordre de grandeur. Ce qui le caractérise, c'est une diversification. Alors, une diversification qui repose sur plusieurs piliers. Un, c'est l'industrie alimentaire, l'agriculture d'abord, puis l'industrie alimentaire. Et dans ce domaine, le Sénégal est en train de reconquérir un peu de terrain. Ils ont perdu, ils importent tout leur riz, ils importaient même leur huile alors qu'ils sont capables d'en produire pas mal. Donc on est en train de revenir un petit peu en arrière. Et dans l'agro-industrie, je pense qu'il y a, si vous êtes dans ce secteur, pas mal d'opportunités. Certaines entreprises, y compris de Marseille, dans ce secteur-là, regardent ce qu'on peut faire au Sénégal. C'est aussi une bonne base, le Sénégal, pour de la transformation industrielle, mais pour l'instant très légère. Il y a peu d'activités encore dans ce domaine. En revanche, l'écosystème est plutôt favorable à ça. Leur modèle, sans doute, c'est pas affiché comme ça, mais Macky Sall regarde beaucoup ce qu'a fait le Maroc. Le Maroc, c'est très intéressant. Ils ont à part le phosphate, ils n'ont pas beaucoup de matières premières. Donc, ils ont quand même réussi à développer énormément leur industrie. Je pense que c'est un modèle pour quelques pays comme le Sénégal. L'avantage aussi du Sénégal, je pense, par rapport aux autres pays de la région, c'est sa main-d'œuvre qualifiée. Donc, elle est beaucoup à l'étranger, mais il y en a quand même pas mal au Sénégal. Donc, c'est peut-être un point fort pour le Sénégal. Alors, évidemment, comme dans tous les pays africains, la plus grande partie de la population est agricole ou quelque chose qui ressemble à ça, puisque cette population s'urbanise beaucoup, mais a une ressource qui est souvent d'origine agricole, mais à petite échelle, très petite échelle. Tous les changements qui sont à l'œuvre en matière de sourcing d'énergie, en matière de gestion d'énergie, ça, je ne vais pas développer, mais il y a des solutions qui sont très performantes pour les aider à sauter des étapes. Et je pense que l'Afrique, aujourd'hui, on parle beaucoup de sa population grandissante, donc oui, on arrive bientôt à 3 milliards d'ici une trentaine d'années. Donc c'est un bond considérable, de 1,2 à 3. Mais c'est aussi sa jeunesse, ça c'est un atout extraordinaire, et le Sénégal en est un bon exemple. Mais je pense qu'ils vont sauter un certain nombre d'étapes technologiques. On l'a vu dans les télécommunications, où le mobile s'est substitué au réseau fixe. Et le Sénégal a tout ce potentiel de développement et de saut technologique, y compris en matière d'énergie. Et ils sont en train d'y passer. Il y a des investissements assez rapides qui permettent de sauter ces étapes. Donc, je vous disais, présence française est forte. Donc, si on regarde le secteur informel, donc comme partout en Afrique, vous avez un secteur informel fort. Et vous êtes souvent obligés de regarder un peu ce qu'ils font. Dans le secteur informel, il n'y a pas que du mauvais. Il y a des entrepreneurs intéressants, et parmi vos partenaires, vous trouverez sûrement des gens qui sont un peu dans les deux.
Donc il faut être réaliste sur la situation en Afrique et encore une fois vérifier qui c'est, comment il travaille, etc. Et l'environnement, et je pense qu'on a un peu de chance, mais je le disais avec mes partenaires ici autour de cette table, c'est qu'en Afrique on est bien vu partout. Bon, au Sénégal, Côte d'Ivoire en particulier, et on a la facilité de la langue, on a une infrastructure française très forte. Mais il est indispensable de valider toujours vos informations et sur la façon dont les gens s'y prennent pour aller jusqu'au bout d'un contrat, d'un business, etc. Donc il faut bien checker, double-checker, anticiper. C'est le conseil que je vous donne aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. Alors après, il peut y avoir plein de cas particuliers, mais là, je serais très intéressé de vous entendre à ce sujet. Alors là, je ne fais pas tellement la macroéconomie, mais enfin, globalement, l'économie, encore une fois, se porte bien. Il y a plein de projets. Alors c'est le plan Sénégal émergent, vous avez peut-être entendu parler de ça, plan Sénégal émergent qui est accompagné par les bailleurs de fonds, qui, au Sénégal, contrairement à quelques autres pays qui ont un petit peu de mal à mettre en place leur plan de développement national, ils ont tous un plan. En général, en Afrique, il y a toujours un plan. Mais la difficulté, et aussi des engagements de bailleurs de fonds, d'investisseurs qui sont considérables, qui se chiffrent en milliards. Mais la réalisation, la mise en œuvre est souvent très fastidieuse. Au Sénégal, ça se fait. Alors, ça se fait parfois avec difficulté, mais le plan Sénégal émergent est une réalité. Ça a été lancé il y a 3 ans, enfin 2 ans et demi. Et on voit déjà des projets. Et c'est des projets plutôt de grandes entreprises. N'hésitez pas à aller les voir. Nous, on a un plan qu'on réalise avec la Banque mondiale. La Banque mondiale n'a pas beaucoup de succès, la plupart des bailleurs de fonds, sur un sujet, sur un thème qui est développement du secteur privé. Ils ont du mal. Donc ils ont essayé plein de formules. Ça, je peux vous raconter plein d'anecdotes là-dessus, c'est assez intéressant. Mais nous, on leur a proposé, à leur demande, une façon de faire. Et ce qu'on fait, c'est simple. On va voir les grandes boîtes locales, plutôt occidentales. Et on leur demande de quoi vous auriez besoin. Et ils ont besoin de plein de choses. Ils ont besoin de maintenance, ils ont besoin de réparateurs dans tous les domaines, y compris informatique, qu'ils font venir du Canada, d'Europe, etc. Ça coûte très cher. Et ils ont un autre cahier des charges que leur demandent tous les pays, au Sénégal, Côte d'Ivoire également, c'est produisez localement, faites de l'emploi, créez de l'emploi. Donc on les aide à remplir ce cahier des charges. Donc ça, c'est côté grande entreprise. Petite entreprise française, même qui ne sont jamais implantées en Afrique, si on leur trouve un bon partenaire, entrepreneur local, et franchement, ce n'est pas très difficile, on le fait, et nous, on va jusqu'au business plan. Donc la Banque mondiale nous paye. Alors ça, c'est une activité un peu périphérique de MEDEF International. D'ailleurs, je l'ai filialisé. On a une équipe spéciale pour ça, où on a 2 vieux Français qui connaissent extrêmement bien l'Afrique et 3 jeunes qui font le boulot. Et les résultats sont très bons. On trouve facilement, une fois qu'on a fait le business plan en accord avec une grande entreprise, un client, petite entreprise, qui va faire une JV locale, très important, une JV locale, avec un entrepreneur qui peut être de l'informel, c'est possible, mais on lui dit avec nous, tu travailles uniquement dans le formel, on ne peut pas faire autrement. Souvent, il est d'accord, et donc on lui apporte la compétence qui vient de France, et on a un business plan où 30% du chiffre d'affaires est acheté par une grande entreprise, qui est Bolloré, qui est Total, voilà, on a fait ça au Congo, en Guinée, on démarre, et d'ailleurs, on devrait le faire en Côte d'Ivoire bientôt. Donc vraiment, il faut regarder un peu ce que font les grandes boîtes. Et donc, sur le plan Sénégal émergent, je peux vous dire qu'il y a Eramet qui a un gros projet, il y a Bolloré qui, en rachetant Nécotrans, ça lui a facilité la vie au Sénégal, puisqu'ils avaient perdu le port, Nécotrans l'a pris après quelques péripéties, et Bolloré finalement rachète cet été Nécotrans. Club Med, donc ça c'était un axe du plan Sénégal émergent, donc le tourisme, donc autre axe, donc mine, transport logistique, tourisme, Atos qui se lance au Sénégal et va faire un data center pour toute l'Afrique de l'Ouest au Sénégal. Alors ça c'est un sujet sensible. Aujourd'hui les pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, veulent leur data center, ils veulent leurs données à eux, chez eux. Donc là c'est une question de sécurité.
Je ne suis pas sûr que ce soit une sécurité absolue, mais en tout cas, c'est une tendance. On veut son data center dans le pays. Donc j'espère que ça marchera pour Atos, parce que c'est un très beau projet. On a dans la grande distribution, Auchan se lance au Sénégal. Il y a dans les énergies renouvelables, je pourrais vous citer plusieurs exemples. Donc voilà, ça décolle au Sénégal. Hein. Il y a vraiment un mouvement qui est tout à fait favorable. Juste pour finir sur le Sénégal, parce que je suis peut-être trop long, c'est le poids de la dette. Hein. Comme ils ont vécu, le budget du Sénégal a été alimenté jusqu'à 50% par de l'endettement extérieur. Alors beaucoup de bailleurs de fonds, donc c'est beaucoup de la dette dite de Paris, donc de la dette publique. Et là, ça reste une petite difficulté, mais je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Les Chinois ne font pas d'aide. Nous, on annule la dette quand il y a trop de dettes. On a fait une initiative qui s'appelle PPTE, qui vise à annuler les dettes. On a fait ça pendant plusieurs années. Donc avec différentes dispositions. La Chine, on dit toujours la Chine vient, etc. Alors la Chine a beaucoup de financement, mais ne donne pas. Ils prêtent sur très long terme, avec des périodes de grâce, un taux assez élevé, à vrai dire. Et l'Afrique, ça c'est quand même un petit défaut, c'est que l'Afrique est en train de se réendetter beaucoup sur des crédits chinois. Donc il faut prendre ça en compte. Et là, c'est un risque aussi pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, qui prend des financements chinois, mais qui se fait de la dette assez chère pour le long terme. Il y a aussi une grande mode en matière budgétaire, une évolution plutôt, qui est de faire de l'obligation. On émet beaucoup d'obligations, elles sont largement souscrites en général. Donc tout ça contribue. Obligation, c'est de l'endettement, contribue à l'endettement des pays. Le pétrole, on a découvert du pétrole. Il faut regarder donc ce qui se fait au Sénégal. Il y a des poches de pétrole qui sont assez intéressantes, offshore. Mais je l'ai mis un peu dans les points à risque, parce que, un, on ne sait pas ce que va être le cours du pétrole demain. Deux, ils se disputent l'endroit avec la Mauritanie. Donc c'est bien pour nos collègues avocats et amis avocats, mais ça peut durer avant de pouvoir tirer le premier baril. Et trois, il y a quand même une malédiction sur le pétrole en Afrique qui est assez forte. Les pays pétroliers aujourd'hui sont les pays en difficulté. Ceux qui dépendent trop de ça, il ne faut pas trop compter là-dessus. Un grand président d'une grande société d'énergie française me disait voilà, c'est dans un an, c'est fini. Enfin, quand le marché financier aura compris que l'avenir est faible, alors avec tous les inconvénients du tout électrique, etc., mais tous les pays annoncent des plans mobilité urbaine, essentiellement électriques. Même la Chine, d'ici 2030, la moitié du parc, ça a été annoncé par le Premier ministre, et on peut penser qu'ils vont le faire, la moitié du parc sera électrique. Mais tu nous diras. Je pense que ça a pas mal d'avenir encore, mais bon. En tout cas, c'est un peu une menace. Qu'est-ce que ça va devenir, à quel prix, quand les marchés vont anticiper ces évolutions. Et l'Afrique se tourne quand même pas mal vers des énergies nouvelles aussi. Voilà. Et puis, je passe quelques mots sur la Côte d'Ivoire, que vous connaissez peut-être aussi, mais là aussi politiquement très stable, comme le Sénégal. Le Sénégal, depuis l'an 2000, on fait des élections normales. Donc pareil pour la Côte d'Ivoire. Alors on a connu une grande période d'instabilité. On dit attention, ça peut craquer d'un moment à l'autre en Côte d'Ivoire. Il y a des rebelles armés, ça c'est vrai. Si on s'éloigne un petit peu de Abidjan, globalement, et puis il y a des rebelles même dans l'armée. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Mais ce qu'on constate, nous, c'est que le secteur privé, nos collègues du secteur privé, alors qu'on connaît très bien tant au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, on sait comment ils sont organisés, comment ils fonctionnent, leur business model, etc. C'est un secteur privé qui est quand même relativement solide et qui, même pendant la crise, a continué de fonctionner. Il y a même certains Ivoiriens qui
hommes d'affaires ivoiriens qui ont conquis des parts de marché alors que tout le monde se retirait. Donc il y a eu quand même un transfert, la crise a quand même parfois des bénéfices, et qu'il y a eu un transfert d'activité vers des Ivoiriens. Donc je ne vais peut-être pas être trop long sur la Côte d'Ivoire. En tout cas, le pouvoir aux dernières élections législatives, l'année dernière, le pouvoir du président Ouattara ont été renforcés. Il ne reste pas au pouvoir en 2019. Voilà, il y aura des élections avec de nouveaux candidats. Donc c'est toujours évidemment une période d'incertitude. L'environnement des affaires n'est pas toujours facile. Donc là, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, comment on le fait. Et ça, c'est à vous de décider comment vous allez le faire. Mais on peut très bien vivre, se développer en ayant des règles proches des nôtres en Côte d'Ivoire. Donc c'est pas vraiment c'est un pays ami sûrement, mais c'est pas non plus un pays étranger. On y est bien, on trouve à peu près tout ce dont on a besoin pour se développer. Voilà un petit peu pareil, taux de croissance prévu autour de 7-8%. Donc les choses se passent bien. Voilà ce que je voulais dire sur la Côte d'Ivoire et le Sénégal, à peu près résumé. Merci. Merci Philippe. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ces premières informations données par Philippe? Donc moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des poids lourds. En tout cas, pour nous, Français, ce sont des poids lourds dans la mesure où ce sont des économies en plein développement, en pleine dynamique positive. Ce sont des pays relativement stables politiquement. Ce sont des pays francophones. J'y reviens toujours parce que je crois beaucoup à la francophonie économique personnellement, surtout pour nos PME du territoire. La question que je vais poser à Marcelin, si tu veux bien, c'est OK, j'ai compris, je suis entrepreneur, je veux commencer à étudier un peu les projets potentiels que je pourrais faire au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas choisi. Comment est-ce que je peux appréhender ces pays, ces territoires, financer des projets? Comment faire pour le financement de projets? Parce que le nerf de la guerre, c'est toujours ça, c'est trouver le mode de financement de mes projets. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Je sais que tu es ivoirien toi-même, donc tu connais bien la Côte d'Ivoire, tu connais bien aussi le Sénégal, on en a parlé ensemble. Donc quelle est l'approche et quel service on peut attendre, quel appui on peut attendre de structures comme la tienne? Okay. Merci Denis. Donc avant de répondre à ta question, je voulais me présenter assez rapidement à l'auditoire, donc Marcelin Da. Je suis du Crédit Agricole, donc c'était le groupe auquel appartient le Crédit Lyonnais. Et je suis donc en charge des financements de projets sur l'Afrique au sud du Sahara, essentiellement. Donc je m'occupe aussi bien du financement de projets, mais aussi du trade finance. Donc le trade finance, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le commerce international en français, on va dire, mais qui, à la sortie, a comme instrument de paiement de l'aide de crédit ou du forfaiting. Donc, nous, le Crédit Agricole avait une présence en Afrique il y a quelques années de cela, enfin en Afrique au sud du Sahara, il y a quelques années de cela. On n'y est plus, mais depuis Paris, on a quand même réussi à monter un desk Afrique qui a noué des partenariats assez solides avec des banques africaines. Et donc, nous accompagnons nos clients aussi bien de CACIB que du LCL en Afrique en nous appuyant sur les partenariats qu'on a établis dans ces zones-là. Et puis sur l'export, les financements des projets, nous travaillons essentiellement avec les gouvernements africains. Nous ne faisons pas de financement avec les entités privées, donc des corporates privées. Nous sommes essentiellement sur des projets souverains. Donc ça, c'était pour situer un peu le cadre. Maintenant, pour revenir sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire, j'ai bien aimé l'explication de M. Gauthier. Ce que je voulais dire assez rapidement, c'est que le Sénégal, c'est une économie qui est assez intéressante parce que on a vu que sur les 10 dernières années,
elle n'arrivait pas à passer le cap des 3 voire 4%. Et puis depuis 2015, elle a vraiment décollé. Je vais parler de l'économie pour faire environ 6 voire 6,5% de croissance. Mais ça s'explique par le fait que, comme M. Gauthier disait, le Sénégal n'est pas un pays pétrolier, donc ne dépend pas de la manne pétrolière, mais plutôt à profiter du fait que les prix étaient bas, mais surtout dans le domaine de la production d'électricité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Sénégal utilise pour la production de son électricité environ 90% de ressources pétrolières. Donc, durant la période où le prix du pétrole était élevé, le Sénégal a vraiment souffert de l'État sénégalais, en tout cas de la subvention du pétrole. On a estimé que l'État décaissait environ 1,2% du PIB pour subventionner la Sénélec, donc qui est l'EDF local. Et donc c'était de l'argent que l'État ne pouvait pas utiliser par ailleurs pour financer d'autres projets. Mais depuis 2015, à la faveur donc de la chute du prix du pétrole, cet argent est du coup utilisé pour d'autres réinvestissements. Et le Sénégal donc, est aussi en train de profiter de cette période d'accalmie au niveau des prix de pétrole pour pouvoir rapidement améliorer son mix énergétique. Donc il y a de nouveaux projets qui sont en train de naître dans ce domaine-là, des projets d'énergie renouvelable. Et si dans la salle en tout cas, il y a des personnes dans ce secteur-là, c'est le moment de commencer à regarder dans ce secteur-là. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le Sénégal, et ça a été déjà dit, est quand même assez endetté. C'est vraiment dommage parce qu'à la faveur de la réduction de la dette, donc du programme PPTE, on avait pensé que les États africains allaient être un peu sages dans le réendettement, mais ça a été tout de suite la course au réendettement, notamment en utilisant les prêts chinois. Et on a vu que le Sénégal est parti d'environ 30% de son PIB comme dette extérieure à environ 65% aujourd'hui. Donc, la Banque mondiale est très regardante sur tout ce qui est dette publique sénégalaise. Et donc, si vous devez vous investir dans ce domaine-là, sachez que vous allez devoir avoir le quitus du FMI pour pouvoir éventuellement investir avec l'État sénégalais, en tout cas comme étant importateur de votre projet ou acheteur de votre projet. Okay, donc c'est une information qui est capitale parce que sinon, vous pouvez être très avancé dans le projet et vous entendiez à la fin que ça ne pourra pas se réaliser parce que le FMI a mis un veto là-dessus. En ce qui concerne l'économie sénégalaise, aujourd'hui, on a environ 16% qui est orienté, 16% du PIB qui provient de l'agriculture. On a environ 24% qui provient de l'industrie et 60% qui provient des services. Donc on est en train de voir que c'est une économie qui a vraiment évolué, contrairement à beaucoup d'économies africaines qui dépendent encore des matières premières, de l'exportation des matières premières. C'est une économie qui a évolué. Donc dans les 60% de services, on a beaucoup d'établissements financiers, beaucoup de banques, parce que le Sénégal, c'est quand même environ 16 millions d'habitants, et on a environ une vingtaine de banques. Okay. Il y a les NTIC, comme ça a été dit tout à l'heure, parce que Dakar veut se positionner un peu comme la plateforme des NTIC pour la sous-région. Donc, je crois que les autorités sénégalaises poussent vraiment dans ce sens-là. Et puis, éventuellement, le tourisme, qui est une place... Dakar est reconnu pour la qualité de son tourisme. Et donc, je pense que ces trois axes-là, en tout cas en ce qui concerne les services, peut-être des axes intéressants pour vous à regarder. La sécurité à Dakar est connue. C'est un pays qui est assez stable. Les élections se passent. Il y a eu, je pense, environ 5 élections depuis les indépendances, en tout cas, 5 élections qui se sont bien déroulées sans effusion de sang. Les prochaines élections auront lieu, M. Gauthier, je pense, en 2019, si j'ai bonne mémoire.
Les législatives se sont assez bien déroulées. Le parti de Macky Sall a remporté la partie. Son gouvernement s'est renforcé. Donc, en 2019, on pourrait dire que, sans me tromper, parce qu'on ne voit pas vraiment d'opposition en face, il y a une opposition, mais pas assez forte à mon sens. Il pourrait repasser. Donc, je pense que le Sénégal, c'est assez intéressant. Le secteur a considéré l'électricité, c'est vraiment un capital pour le Sénégal, et les services. Après, comment s'installer au Sénégal, j'expliquais à Denis que ce n'est pas forcément ce que je fais quotidiennement. Ce que nous on fait quand on va dans ces pays-là, on s'appuie beaucoup sur les conseils économiques de l'ambassade de France dans ces pays-là. Donc, à mon sens, si vous pouvez, il faut toucher les conseils économiques de l'ambassade de France parce qu'ils ont une vue assez large de ce qui se passe dans le pays. Ils peuvent vous conseiller sur les aspects fiscaux, juridiques et politiques et sécuritaires aussi. Okay? Donc, si vous pouvez le faire, c'est tant mieux. Sinon, pour ceux qui sont clients du LCL ou qui voudraient le faire, vous pouvez toujours nous contacter pour vos projets à venir et on peut éventuellement vous conseiller sur les partenaires, surtout les partenaires bancaires à retenir. Parce que ce que nous faisons, c'est que pour la sélection des partenaires bancaires, on fait une étude vraiment assez approfondie sur la force financière de la banque, le groupe auquel elle appartient, les aspects de conformité, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un gros sujet, tout ce qui est corruption et conformité de manière générale. C'est vraiment quelque chose qui est regardé, mais de manière très, on va dire, avec beaucoup d'attention par aussi bien l'Union européenne que par les instances américaines, en l'occurrence l'OFAC. Et pour ceux qui savent ce que c'est que l'OFAC, en fait, c'est la Réserve fédérale. Hein. On les a même dans les banques françaises. Et aujourd'hui, elle regarde pratiquement tous les sous-jacents de nos transactions pour voir qui est impliqué, qui fait quoi, etc. Et donc, nous, on tient compte de tout ça pour l'analyse de nos partenaires bancaires, de telle sorte qu'on ne finisse pas avec ces genres de situations, aussi bien avec l'Union européenne qu'avec les autorités américaines. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Je pense que la Côte d'Ivoire a, on va dire, des fondamentaux économiques intéressants. Environ 30 milliards de PIB, une population d'environ 23 voire 24 millions. L'économie est quand même restée beaucoup tributaire de tout ce qui est exportation du couple café-cacao. Je pense que l'objectif des autorités, c'est aussi de tirer le pays vers les services et de ne plus dépendre trop de l'agriculture, ce qui avait été le cas jusqu'à présent. De manière générale, les pays africains ont compris qu'il fallait diversifier les économies et la Côte d'Ivoire en fait partie. J'ouvre une petite parenthèse. Le Nigeria, par exemple, qui est un pays pétrolier, enfin, qui est le pays pétrolier par excellence en Afrique, dont l'économie était composée, enfin le PIB était composé de 25% de manne pétrolière, aujourd'hui, elle n'a que 10% de manne pétrolière dans la composition de son PIB, même si on reconnaît que 90% de ses réserves sont composées de l'exportation du pétrole. Donc, beaucoup de pays africains sont en train de faire le pas vers la diversification et la Côte d'Ivoire en fait partie. Donc, les services en Côte d'Ivoire, le transport. Récemment, il y a eu 2 sociétés de transport locales qui ont commencé leurs activités sur la lagune, parce que le site d'Abidjan est quand même intéressant, parce que c'est entouré d'un plan d'eau extraordinaire. Et puisque le métro d'Abidjan, enfin, en Côte d'Ivoire on l'appelle le métro, mais en réalité c'est un train aérien, le métro d'Abidjan va certainement commencer à être construit maintenant, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un consortium qui avait été créé, donc qui était dirigé par... Bon, je pense que vous connaissez l'histoire, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ce consortium-là n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec l'État de Côte d'Ivoire sur certaines conditions. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ce consortium, je pense,
va être liquidé, ce n'est pas encore officiel, mais apparemment va être liquidé pour être remplacé par un autre consortium franco-français. Okay. Et donc le projet va être relancé, mais en attendant, l'État veut quand même développer, on va dire, des alternatives en matière de transport. Donc ces deux sociétés de transport ont été lancées sur le plan d'eau lagunaire d'Abidjan, et je pense que l'État est disposé à regarder à l'arrivée d'autres sociétés qui proposeraient d'autres alternatives en matière de transport. J'ai même entendu parler d'une société qui proposait à l'État, je veux dire, des sortes de transports avec des câbles qui traverseraient enfin, en hauteur la lagune de Trècheville vers le plateau, etc., pour ceux qui connaissent Abidjan. Donc l'État est vraiment à la recherche de solutions, parce que la population d'Abidjan a augmenté assez rapidement à la faveur de la crise politique qu'il y a eu. Beaucoup de personnes sont descendues des villes, des régions vers Abidjan. On était au début des années 2000 environ, on va dire 3,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est entre 5 et 6 millions d'habitants. Alors que en matière d'offres de services dans le transport, il n'y a pas eu d'amélioration. La société abidjanaise des transports, qui est en fait la seule société véritable de transport, c'est une société de bus, n'a pas évolué depuis. Au contraire, je pense qu'elle a régressé. Elle s'est alliée à l'Indien Tata Steel, mais la partie automobile de Tata, pour acheter de nouveaux bus qui ont commencé à être livrés par stock. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez regarder aussi. Si d'aventure vous avez la possibilité d'approcher l'État de Côte d'Ivoire pour leur proposer de leur livrer des bus, peut-être que ça pourra les intéresser. En tout cas, ça se fait avec Tata. Il y a l'Exim Bank of India qui a été derrière le projet. Et je pense qu'il y a 500 bus qui ont été commandés et qui sont en train d'être livrés par stock. Donc ça, c'était les transports. Et puis éventuellement, dans la banque, il y a les Marocains qui se sont bien illustrés, à Tidjari Wafa en l'occurrence, la BMCE aussi, qui ont racheté en fait les anciennes filiales pour certaines du LCL, et les Sud-Africains qui s'installent, les banques nigérianes qui se sont bien implantées aussi en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont pour projet de regarder le secteur financier, mais pour le faire, il faut éventuellement passer par la BCAO, avoir un agrément, et Dieu sait combien de temps ça prend pour avoir un agrément, etc. etc. Donc, ça c'est la Côte d'Ivoire. Ce que je veux dire pour être court, puisque je sais que les autres intervenants doivent aussi prendre la parole, ce que je veux dire assez rapidement, c'est que la Côte d'Ivoire a de bons atouts. La croissance est au rendez-vous, le PIB est assez intéressant, la dette, c'est environ 50% du PIB, donc je crois que ça est dans des proportions acceptables. La Côte d'Ivoire peut encore s'endetter, peut encore profiter de dettes non concessionnelles. Okay. Le Sénégal, par contre, n'arrive pas ou n'arrivera pas à s'endetter autant que la Côte d'Ivoire sur les dettes non concessionnelles, parce que le FMI est assez regardant. Alors que la Côte d'Ivoire a encore une marge de manœuvre, on va dire, en la matière. Et puis comment s'installer en Côte d'Ivoire, bon, je pense que M. Gauthier a un peu fait le tour de la question, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment passer par les instances on va dire, soit du MEDEF ou des conseils économiques français, de l'ambassade de France, qui pourront éventuellement vous aider à la matière. Et nous, sur le volet financement, on peut vous accompagner pour tout ce qui est vos opérations de trade finance et ou pour vos opérations d'investissement en ce qui concerne les projets. Merci. Merci Marcelin. Même motif, même punition, des questions, des réactions à ce... Oui. Alors. Attendez, bougez pas. Je disais donc Sébastien Durand, CRS Environnement. Donc nous sommes une entreprise qui intervenons dans la conception et la fabrication d'analyseurs dans le domaine de l'eau. Nous sommes basés à Aix-en-Provence. Donc merci pour cette présentation, je dirais,
général de ces pays. Est-ce que vous pourriez nous éclairer concernant les barrières pour nous, entrepreneurs, entreprises, pour entrer sur ces marchés? Barrières ou éventuellement les opportunités en tant que Français, francophones. Nous sommes une entreprise qui parions fortement sur la francophonie, sur nos liens culturels. Donc, quelles sont les barrières, mais aussi les opportunités en tant qu'entrepreneur français? Merci. J'allais aller dans le même sens d'ailleurs que vous, en me disant que finalement, voilà, je suis un entrepreneur comme monsieur. Ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller. Je prends des contacts avec le responsable économique de l'ambassade, avec le MEDEF, etc. Bon. Mais sur le terrain, comment ça se passe? Et là, je pense que nos deux amis entrepreneurs peuvent nous faire un retour d'expérience, justement, sur les barrières, sur les risques, sur les opportunités. J'ai envie de commencer par Emmanuel, parce qu'on vient de parler de la Côte d'Ivoire, de transport, ça te parle? Donc, nous parler de tes succès, de tes échecs, des difficultés que tu as pu rencontrer éventuellement. Et puis des aspects positifs, parce que je sais qu'il y en a aussi. Tout à fait, merci. Merci Denis. Écoutez, avant de commencer, je vais présenter un petit peu ce qu'on fait, parce que c'est assez important de voir dans quel contexte on évolue. Alert Gasoil, nous sommes une start-up marseillaise qui est devenue une PME maintenant. Nous avons développé un IoT, un objet connecté, qui permet de connecter les réservoirs des camions sur le web, de façon à surveiller la consommation en temps réel, et ainsi diminuer plutôt la consommation et les émissions de CO2 des camions. Notre système peut faire, en Europe en tout cas, jusqu'à 17% d'économie de carburant. En Afrique, beaucoup plus, 30-40% d'économie de carburant. Donc, on fonctionne sur un principe qui est de surveillance du réservoir. Donc, on éradique et les vols, mais aussi les consommations dites improductives, le temps où le véhicule reste allumé pour rien. Donc nous, quand on est parti en Afrique, on ne savait pas un petit peu sur quoi on allait s'attendre, et on a été agréablement surpris de voir quand même que l'économie numérique africaine est extrêmement bien développée. À ce propos, on a une petite anecdote rapide, c'est qu'il arrive des fois de se faire arrêter par la police sur la route pour payer une amende, entre guillemets. La dernière fois que ça m'est arrivé, il m'a proposé de payer en Orange Money. Ce qui est quand même assez exceptionnel, parce que le bakshish qui sont en cash, il est devenu en téléphone. Donc vous voyez, on arrive à quand même, cette anecdote assez intéressante, parce qu'au milieu de nulle part, et là la route était bordée de part et d'autre de la forêt dense. Ce qui est assez marrant dans cette anecdote, c'est qu'on se retrouve dans une situation où le numérique a vraiment pris une part importante. Et un pas vraiment décisif sur l'évolution de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est ce qui en fait pour nous une terre vraiment d'opportunités importantes. Quand on s'est lancé ensuite sur le marché en tant que tel, il fallait quand même aller mouiller la chemise et puis aller sur le terrain, on va dire. On est allé quand même vers un certain nombre de déconvenues, parce qu'on n'a pas compris immédiatement que notre approche devait être vraiment inclusive. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important à garder en tête, c'est que l'Afrique, en général, la Côte d'Ivoire en particulier, c'est un marché qui est à traiter avec énormément de respect et de professionnalisme dans l'approche. Il faut changer, même si on a une facilité quand même d'approche culturelle, je pense que c'est ce que vous soulignez, une approche culturelle, linguistique, il faut garder en tête que l'approche doit être inclusive, elle doit être respectueuse, profitable à tout le monde. Et il est important d'avoir un point d'entrée qui est un point d'entrée local. Alors sur le point d'entrée local, on a différentes solutions, et la Côte d'Ivoire en particulier, c'est un pays sur lequel en fait le commerce est tenu principalement par les Libanais. C'est-à-dire que la pénétration du marché ivoirien passe en théorie, sur le commerce avec les Libanais. On a eu un petit peu de mal justement avec les Libanais, parce qu'on avait du mal à faire rentrer notre technologie dans les cases de ce qu'ils savaient vendre jusqu'à présent. Donc ça n'a pas été forcément très porteur pour nous, même ça a été un échec. C'est-à-dire qu'on a eu 2 échecs avec la communauté libanaise pour l'émancipation, la vente de notre produit. En fait, les Ivoiriens sont en train de préparer ce que les Américains appellent le leapfrog, le saut en avant, le saut numérique, mais tout le monde n'est pas dedans. Et certains vieux commerçants ne sont pas forcément dedans. Donc on s'est tourné vers une implantation locale, et pour les implantations locales, on est passé par différents stades, et on a différents modèles.
Un, entre autres, ça a été de faire une approche via une entreprise française. Donc, entreprise française déjà implantée en Afrique, on vient, on s'implante, on essaye. Et là encore, on a fait une erreur d'approche. C'est pour ça que j'en parle. Je vais beaucoup parler des erreurs pour finalement arriver à une success story quand même à la fin. Il y a quand même un happy ending. C'est qu'on a fait une approche qui était top-down, qui était contre-productive. Au final, le dirigeant local est émancipé. Il veut le montrer, il est maître de ses décisions, même s'il est représentant d'un groupe français, même s'il est représentant d'une société étrangère, il veut absolument montrer son émancipation par rapport à la maison mère. Et cette approche donc top-down n'était pas bonne. On est donc parti dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on allait présenter le produit à l'inverse, et là, ça a fonctionné. C'est-à-dire que l'approche, en fait, ça a été vraiment d'aller chercher un entrepreneur local qui était d'une filiale française, lui présenter le produit et l'introduire, l'impliquer, mais pas en passant par le siège français. Ça a été vraiment extrêmement bénéfique de passer dans ce sens-là et se dire qu'on va commencer par lier des liens en France pour ensuite plus ou moins imposer un produit sur le marché ivoirien, c'est une erreur qui ne fonctionnera pas. Donc une fois qu'on a compris ça, ça nous a permis de débloquer des marchés. Donc ça a bien fonctionné. Et on a cherché donc une deuxième voie aussi pour s'ouvrir sur d'autres marchés. Sans rentrer dans les détails, c'est une question de taille de client. Pour aller chercher d'autres clients, on est allé chercher un Ivoirien qui fait du commerce pour nous. On s'est associé à une autre entreprise française. On partage en fait son temps parce qu'il parle aux mêmes clients que nous. Ça nous a permis donc de mutualiser son temps, de mutualiser son travail, de le rendre assez efficace. Ça fonctionne. Il nous ramène des affaires. Et je crois qu'on est vraiment très content de cette double approche. À la fois passer par un groupe qui va nous représenter, mais sur une approche, donc, je le dis encore une fois, bottom-up. On amène une nouvelle idée et on l'introduit pour qu'elle remonte et qu'ensuite elle soit mise en application. Et par l'approche vraiment purement locale. D'ailleurs, pour renforcer cette approche locale, en ce moment, je participe à un link qui est en train de se monter, qui s'appelle Africa Link. Je pense que je peux en parler, Denis. Quelque chose qui est important, qui est pour nous important, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on va être au contact d'entrepreneurs africains et on va pouvoir échanger. Et c'est une très bonne approche. C'est vraiment une croissance inclusive qu'on veut amener et on veut faire une position vraiment inclusive. Pour conclure, je vais essayer d'être bref quand même. C'est une expérience très terrain ce que je vous ai amené aujourd'hui, un témoignage. Je reviens du Cameroun, j'y étais la semaine dernière, donc j'y vais régulièrement. Je vais régulièrement en Afrique. C'est vraiment pour moi une opportunité de croissance importante. On peut la saisir, il faut savoir la saisir, mais il faut être capable de naviguer vent debout pendant un petit bout de temps avant d'arriver à avoir des résultats. Donc il faut s'armer de patience. Il y a du retour sur investissement, mais le retour sur investissement, il n'est pas aussi rapide que dans d'autres pays. Denis parlait de mon expérience asiatique. J'ai fait beaucoup l'Asie avant de me tourner vers l'Afrique. Le retour sur investissement est beaucoup plus rapide en Asie, parce que même si on a une différence culturelle qui est très importante, ils ont une manière de fonctionner qui finalement, en Asie, peut correspondre à peu près à la culture française. Et le commerce, c'est qu'une question de culture finalement. C'est intéressant quand même de voir ces différences. Et je vous dis, le retour sur investissement, donc oui, mais dans la longueur et dans la patience. Voilà. On reste propriétaire. Alors on n'est pas au point décrit précédemment d'aller ouvrir un data center, puisque nous on travaille vraiment dans le big data, aller ouvrir un data center en Afrique, on n'y est pas encore là. Notre data center est à Marseille en fait. Mais pour autant, on conduit, par exemple, notre système nécessite de faire une conduite du changement, on forme en local la conduite du changement. C'est des choses donc voilà, l'inclusif dans le sens où on fait un transfert de connaissances. Ça, je crois que c'est un point très important. Et les pays africains, et le Sénégal et la Côte d'Ivoire en tout premier, ont compris que l'économie extractive,
c'était terminé. C'est terminé. Maintenant, il faut créer de la valeur ajoutée localement, créer de l'emploi localement, avec des activités qui se développent localement. Et les entreprises françaises qui comprennent ça peuvent faire de formidables affaires en Afrique, ça j'en suis absolument convaincu. Et Emmanuel parlait d'Africa Link, alors juste deux mots sur Africa Link pour vous expliquer. C'est une initiative que la Chambre de commerce a prise il y a quelque temps, parce que la Chambre de commerce considère que le développement du business vers l'Afrique est stratégique. Donc on a créé effectivement Africa Link. Africa Link, c'est quoi? C'est une communauté d'entrepreneurs qu'on va d'ailleurs confier aux entrepreneurs. Nous, on est là pour lancer la dynamique, assurer le back-office, mais on va la confier aux entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, ce n'est pas un club d'exportateurs. Il y a dans Africa Link dès maintenant des entrepreneurs français qui ont une vraie stratégie vers l'Afrique, qui travaillent déjà vers l'Afrique mais qui veulent se développer, et des entrepreneurs africains qui ont une vraie stratégie vers l'Europe, la France, mais pas que, et qui travaillent déjà avec l'Europe. Et on met en relation ces entrepreneurs pour créer un climat de confiance avec trois objectifs. C'est le partage de réseau, parce que ça a été dit plusieurs fois par Philippe, par Emmanuel, par Marcelin aussi. Le réseau, c'est très important, à l'international, en Afrique en particulier. Avoir la bonne porte, le bon point d'entrée, c'est fondamental pour faire du business. Mais dans l'autre sens, les entrepreneurs africains sont demandeurs aussi de réseau. En Europe, c'est compliqué aussi. Donc il faut qu'ils aient aussi les bons points d'entrée. Donc on est vraiment sur cet aller-retour permanent ici et là-bas. On a lancé, alors deuxième objectif d'Africa Link, c'est évidemment de monter des opérations collectives. Ça, on va s'y employer. Et puis le troisième objectif, qui sera à plus long terme, c'est de partager les datas. Il y a énormément d'institutions, d'entreprises qui ont des datas qui aujourd'hui sont sous-utilisées, ne sont pas valorisées. Donc on va s'atteler à ce chantier. On a lancé Africa Link le 26 juin ici même, au Palais de la Bourse. Ça a été un gros succès. Il y avait 24 membres fondateurs. Aujourd'hui, on en est à 43. Donc vous voyez que l'adhésion est forte. On a déjà des entrepreneurs de Mauritanie, du Sénégal justement. Donc vraiment, la mayonnaise prend, comme on dit. Et on va lancer Africa Link côté africain à Abidjan le 2 octobre, dans le cadre des rencontres Africa. Donc parce qu'on tient absolument à ce que l'on fait ici, on le fasse aussi en miroir là-bas. Il faut vraiment comprendre, pour rebondir sur le mot inclusif, il faut vraiment comprendre que les temps ont changé. Aller là-bas, ramener du pétrole ou des matières premières et sans créer de valeur ajoutée, ça n'a plus de sens. Ce n'est pas ce que veulent les Africains, les gouvernements l'ont très bien compris et les populations aussi. Donc il faut vraiment être dans des projets gagnant-gagnant, comme tu disais, c'est très important. S'il y a des questions, des remarques, je les prends, bien sûr. N'hésitez pas, je le rappelle. Sinon, je vais me tourner vers Olivier pour avoir aussi son expérience terrain, peut-être sur des activités plus classiques, ou pas d'ailleurs. Tu vas nous dire si tu travailles pour des startups ou pas, ou des groupes plus traditionnels. En tout cas, tu vas nous faire un retour d'expérience terrain. Je vais essayer aussi d'être un peu court, parce que je suis le dernier obstacle entre vous et le déjeuner. Donc... Non, il y aura les questions après. Je tiens absolument à ce qu'il y ait des questions. Mais oui, il faut absolument qu'il y ait des questions, donc j'essaie d'être assez court. Alors, je suis Olivier Poliac. Comme Denis le disait, je travaille pour plusieurs grandes sociétés de Marseille et d'Aix-en-Provence, qui sont deux gros ETI, notamment, mais d'autres sociétés. Le premier, c'est Foslev, que vous connaissez probablement, et le deuxième, c'est Marbourg, ici à Marseille. Je suis à temps partagé parce que mon métier est très spécifique. Je crée des implantations à l'étranger pour les sociétés pour lesquelles je travaille. Donc c'est quelque chose de spécifique parce que quand je vais dans un pays, je vais l'étudier à 360 degrés pour savoir comment on crée une société et comment on va s'implanter là-bas. Et bien sûr, trouver les bons partenaires, avocats, comptables, etc. Donc c'est mon métier. Alors, concernant l'Afrique, j'ai une expérience où j'ai été responsable, directeur général d'un opérateur télécom au Gabon. J'ai vécu aussi en Afrique du Sud. J'ai bourlingué un peu partout en Afrique, mais quelque chose que je tenais à dire, c'est qu'on ne connaît pas l'Afrique. Alors, je ne connais pas le Sénégal, donc ne me posez pas de questions sur le Sénégal. J'y suis allé, mais je ne le connais pas au point de vue business. Et j'insiste sur ce point-là, on ne connaît pas l'Afrique comme on ne connaît pas l'Europe. L'Afrique, c'est 49 pays, si je ne me trompe pas, différents. Il y a 53, oui, après oui, parce qu'il y a le Sud-Soudan qui est arrivé, il y a l'Érythrée, je crois aussi. Enfin bon, effectivement, c'est un peu mouvant également. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, par exemple, vous avez autant de différences entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont bien sûr limitrophes. Le Ghana est anglophone, la Côte d'Ivoire est francophone. Vous avez autant de différences culturelles entre eux que nous avec l'Angleterre.
forcément. Donc c'est très difficile de connaître tous les pays, c'est même totalement impossible. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à dire. Ensuite, sur la Côte d'Ivoire, donc le groupe Marbourg, pour lequel je travaille depuis 2 ans, on a créé une filiale en Côte d'Ivoire en 2016, mars 2016. Marbourg, très connu, c'est le premier importateur de riz en Europe, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais la division dont je m'occupe fait du produit chimique et du traitement d'eau. Donc de la mise en œuvre de produits chimiques à l'intérieur des appareils de production de nos clients, par exemple les brasseries, les mines, et du traitement d'eau. Donc on a créé une filiale en 2016 à Abidjan. On a recruté un expatrié, enfin un blanc, hein, un Européen, un Français, qui était là-bas depuis des années, 20-25 ans, donc il connaissait très bien le pays, qui était déjà dans le traitement d'eau. Au bout d'1 an, la filiale a fait quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est des taux de croissance considérables, c'est une réussite immédiate. Après, on peut discuter sur les raisons, mais c'est vrai que... Et les barrières à l'entrée dont monsieur posait la question, en réalité, je n'en vois pas vraiment, sauf bien sûr sur les pays anglophones où la première barrière, c'est l'anglais, et après certaines cultures un peu spécifiques. Mais sur l'Afrique francophone, les barrières à l'entrée, je n'en vois pas vraiment. Sauf d'y aller avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, parce que l'Afrique change extrêmement vite. D'ici 2050 ou 2070, je ne sais plus, un terrien sur 5 sera africain. Il y a toute une nouvelle génération d'Africains qui arrive, enfin, qui est là, hein, des jeunes. Hein. La population dans la plupart des pays, c'est 70% à moins de 30 ans. Hein. Dans certains pays, c'est le cas, même la plupart. Donc une génération arrive de jeunes formés, en général, très bien formés, sur lesquels les vieilles habitudes qu'on a pu malheureusement avoir suite à la colonisation, etc., ne sont plus possibles. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, les gens sont de mieux en mieux formés, et notamment les administrations, les douanes, le fisc, etc. Donc un des premiers conseils, je dirais, c'est ne vous amusez pas, ne vous amusez plus. Les administrations, encore une fois, savent faire ce qu'il faut faire. Ils savent où regarder les choses. Il y a toujours des vieilles habitudes, hein, qui restent là, mais il faut les éviter et ne pas jouer avec ça. Surtout ne pas jouer avec ça pour moi. Voilà ce que je voulais dire. Concernant la Côte d'Ivoire, toujours, une petite année, enfin, un truc intéressant là-bas. Bon, classiquement, les formes de société sont habituelles, SARL, on est vraiment calqué sur le système français, donc c'est très simple. Il y a une convention fiscale de non-double taxation avec bien sûr la Côte d'Ivoire et la France, qui a une petite particularité, elle est très ancienne, elle est non OCDE, donc pas basée sur les formats OCDE. Je regardais une petite particularité intéressante, c'est que si vous avez une implantation locale, plus particulièrement un établissement stable, je vais revenir sur cette notion tout à l'heure, mais vous pouvez imputer à cet établissement stable une quote-part des frais du siège directement. Donc c'est très intéressant parce que ça évite des problématiques de management fees, de choses comme ça. Au moins c'est très clair, vous pouvez imputer de frais de siège sur votre établissement stable. Ce qui me fait venir sur cette notion, et pourquoi l'implantation est très particulière, pourquoi j'ai ce métier, c'est qu'une implantation, vous êtes dans un pays, à partir du moment où vous mettez le pied dans le pays et que vous y restez au moins un certain temps, au-delà de 183 jours en général, mais ça peut varier, vous êtes considéré comme ayant un établissement stable. Et immédiatement, vous avez des impacts fiscaux. Et là, on reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, où ne vous méprenez pas, l'administration saura vous rattraper à un moment donné. Donc, si vous travaillez, et notamment par exemple avec un agent exclusif dans un pays, l'agent exclusif, suivant la convention fiscale, peut être considéré comme établissement stable. Établissement stable, imposition dans le pays, des bénéfices, etc., avec différentes variations suivant les pays de ce qui est imposable ou pas. Et en Côte d'Ivoire, avec cette chose intéressante que vous pouvez dire, une quote-part de mon chiffre d'affaires, de mes frais de siège sont appliqués à mon établissement stable et de façon très facile en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et de très simple à mettre en œuvre. Donc voilà ce que je voulais un peu dire sur la Côte d'Ivoire. Comme je disais, une expérience au niveau de la création d'une société qui a démarré très vite, qui a fonctionné très bien.
Après, chaque pays est particulier. Comme je disais, le Ghana, je parlais un petit peu du Ghana, on peut élargir un peu le débat. Quand vous venez du Ghana, qui est un peu la Suisse de l'Afrique, avec un pays extraordinaire, tout est propre, tout est nickel chrome, les gens vous laissent passer dans la rue, les voitures s'arrêtent, klaxonnent pas, et vous arrivez en Côte d'Ivoire où c'est le chaos le plus total, où il y a des détritus un peu partout, où c'est très joyeux aussi, hein, donc il y a bien sûr des avantages et des inconvénients, ça fait un choc. Hein, donc voilà, franchement, chaque pays est particulier à ce niveau-là. Juste pour terminer très vite, je voulais parler des conseillers du commerce extérieur de la France, dont je fais partie. Ève, qui est présente ici, va tenir le stand cet après-midi. Moi, j'y serai aussi en courant d'après-midi. Si vous voulez me rencontrer de nouveau pour en parler, il n'y a pas de souci, on est là. Les conseillers du commerce extérieur de la France sont une association de bénévoles. On est nommé par décret du Premier ministre, donc nous sommes contrôlés. Et notre ministère de contrôle, c'est le ministère des Affaires étrangères et Bercy aussi. Nous sommes 4000 dans le monde entier, dont 3000 dans les pays un peu partout. Notre mission est notamment l'appui à l'export des entreprises. Et moi, quand je vais dans un pays que je ne connais pas forcément, le premier réflexe, je prends rendez-vous avec mes collègues CCEF et qui me font gagner en 1 heure 2 ou 3 années de déboires possibles et imaginables en me disant prends tel comptable, voilà mon comptable, tu peux le prendre, j'ai essayé déjà 2-3 autres, laisse tomber, voilà le bon qu'il faut prendre, cet avocat tu prends celui-là et pas celui-là. Et ça me fait bien sûr gagner en très peu de temps plusieurs années de déboires divers et variés. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Donc les CCF, on est une force unique au monde par rapport aux autres pays. On est là en tant que bénévole. Hier, j'avais une société qui m'a appelé pendant 1 heure au téléphone. On a discuté sur la Malaisie, qui est un autre pays que je connais bien, où j'ai créé une filiale pour Foslev. Et donc voilà, on est des bénévoles et on est là pour vous aider, aussi à vous donner des conseils, ouvrir des réseaux. Et quand vous allez dans un pays, n'hésitez pas à les rencontrer. C'est bien sûr plus facile quand on est soi-même CCEF, mais c'est une petite histoire. Voilà, je vais arrêter là. S'il y a des questions, je suis prêt on est tous prêts à les prendre. Et puis on peut se voir cet après-midi si vous le souhaitez, bien sûr. Merci Olivier. Je rebondis sur les CCEF. N'hésitez pas à utiliser effectivement tous les canaux qui sont à votre disposition. Les CCE, mais les CCE sont aussi en lien avec AfricaLink. Olivier fait partie d'AfricaLink, Emmanuel aussi, sont en lien aussi avec le MEDEF international. Tous ces canaux d'entrepreneurs, faits par des entrepreneurs, sont à la disposition des entrepreneurs. Et c'est le premier geste à avoir, c'est de prendre contact avec ces réseaux, parce qu'ils vont vous accompagner, vous conseiller sur le terrain, véritablement, vous éviter les embûches, parce qu'ils les ont connus eux-mêmes, etc. Je crois qu'il y a une question. Jérémy Kurk, directeur général d'Optimum Tracker. Donc nous sommes constructeurs de parcs solaires basés à Aix-en-Provence. Vous avez parlé de Fosfev, je ne connais pas l'entreprise, est-ce que vous pourriez en dire un Foslev, petit mot, c'est une grosse ETI de la région. Je ne suis pas de la région. D'accord, non, mais de toute façon, personne n'est. Enfin, après, on est très discret. Enfin, sauf que vous voyez les grosses grues mobiles sur les chantiers de construction, notamment sur la L2. Vous voyez les grues mobiles de Foslev, qui est ce qu'on appelle un levageur, mais c'est que 30% du chiffre d'affaires. Foslev fait également 30% dans la maintenance industrielle, notamment de navires de guerre et des sous-marins nucléaires d'attaque de la force française, mais aussi de sous-marins Scorpion en Malaisie, par exemple, les frégates Sawari en Arabie Saoudite. Voilà, c'est un gros ETI qui fait 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est bizarre parce que mes clients, effectivement, sont 230 millions Foslev, 350 millions Marbourg, et je travaille aussi pour une petite société, et pour d'autres, mais une petite société qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis en train de piloter une implantation en Inde pour eux, par exemple. Donc, très variable. Mais voilà pour Foslev, effectivement. Je vous remercie. Oui, bonjour. Donc, Ève Raymond, je suis directrice du développement international du pôle de compétitivité mer, et donc CCEF. Alors, moi, j'ai une question. Là, effectivement, on a parlé d'une entreprise qui veut s'implanter, comment elle fait. Mais moi, une partie de mon job est aussi de donner de l'information sur le marché et les opportunités pour les entreprises qui sont membres de mon pôle. Quelle est la meilleure façon d'obtenir des informations sur les appels d'offres qui sortent, par exemple? Ou est-ce que déjà, quand les appels d'offres sont sortis, c'est déjà verrouillé et qu'il n'y a aucune chance pour une entreprise française de répondre à l'appel d'offres? Voilà, c'était un petit peu dans l'autre sens, comment avoir l'info et comment pouvoir donner l'opportunité à nos entreprises d'y aller, leur montrer qu'il y a des potentiels, quoi. Quel type d'appel d'offres Alors, je ne sais pas, par exemple, l'aménagement d'un port, il sort un appel d'offres sur l'aménagement du port. Voilà, est-ce que... Bon, votre remarque est juste, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser un peu en amont.
hein. Donc il vaut mieux regarder qui réalise, qui va piloter, monitorer l'appel d'offres, qui finance. Ça, c'est pas neutre non plus, et c'est préférable que vous fassiez un travail un petit peu amont, avant que l'appel d'offres ne sorte, parce qu'après c'est plus difficile d'entrer en contact. Vous avez le droit de poser des questions, mais sans voir les personnes. Et comme on l'a dit plein de fois, en Afrique, il faut connaître, il faut être inclusif. Alors moi, j'ai pas employé le terme, mais c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Il faut connaître les personnes, il faut y aller, il faut passer du temps. Si vous n'avez pas fait ça avant, sur le terrain africain, c'est un peu plus difficile. Il faut regarder aussi bien le financeur. Si c'est Banque mondiale, si c'est BAD, ça sera... bon, c'est bien de les voir un petit peu avant, leur expliquer ce que vous faites. Enfin, tout ce travail amont est, à mon avis, à mon sens, absolument indispensable, en particulier en Afrique, mais pas que. Quand l'appel d'offres sort, surtout si c'est un marché public, bon, les coalitions sont déjà faites et il y a eu déjà des gens qui sont organisés avant. Voilà, c'est voilà ce que je voulais entendre en fait. Merci. Oui, mais alors après, un point important, la Business France a un outil, alors j'ai plus le nom en tête, je suis désolé, mais qui est un outil de veille sur les appels d'offres. Vous avez des voilà, bravo, merci, merci Philippe. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à cet outil qui ressort les appels d'offres par secteur, par mots-clés également. Je pense que c'est assez complet. Moi, j'y avais été abonné à un moment donné au titre de Foslev, mais on n'avait pas utilisé. Mais il faut dire qu'on n'est pas sur ces marchés-là non plus. Donc voilà, mais ça peut être au niveau des appels d'offres, effectivement. Mais après, la communauté européenne, les banques de développement, FMI, etc., bien entendu. Toutes les banques, bon, je pense que, mais encore une fois, ça c'est une fois, enfin l'appel d'offres est sorti, hein, quand c'est sur pour ça, 3AO. c'était surtout, voilà, Donc je voulais il savoir, y a un petit peu de travail amont à donc, c'est effectuer, bien quand avoir l'appel d'offres quelques est sorti. cibles dans votre domaine. Nous, on a une filière qu'on vient de créer maritime avec ICMA CGM d'ailleurs, Rodolphe Saadé et avec Philippe Ludreyfus. Qui est Donc, aussi membre du groupe d'experts maritimes voilà. GCCEF avec Ouais, qui on monte. tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc je pense que c'est bien de s'organiser dans ce secteur, dans ce métier, qui demande vraiment du travail préalable pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit faire. Quand l'appel d'offres sort aussi, il y a le problème du temps de réalisation, puisque il faut vraiment... Aujourd'hui, il y a une grande écoute. Il y a une grande écoute et vous pouvez le faire comme pôle de compétitivité pour dire voilà ce qu'on sait faire. On a une offre en France, à Marseille, qui est intéressante dans ce secteur. Allez voir les bailleurs de fonds qui financent ce genre de projet. Donc c'est BAD pour l'Afrique, beaucoup BAD. Ils font quelques projets portuaires, ils font des projets de logistique, la Banque mondiale aussi. Et ça, c'est bien d'aller les prévenir un peu avant. Quand ils vont publier, quand le task leader ou le manager du pays, country manager, publie son appel d'offres, le design de l'appel d'offres a été fait sur un certain modèle. Donc il faut parler avec eux des modèles très en amont. Nous c'est ce qu'on fait, c'est un peu notre métier. C'est pour ça qu'on est assez complémentaire de ce que fait Business France. Dans certains domaines, c'est pas très grave si c'est des commodités, si c'est un peu s'ils achètent des crayons. Bon, c'est pas la peine de faire trop de travail amont, mais si c'est des travaux un peu plus complexes, ils sont pas très innovants. Intégrer, enfin une des tâches importantes pour les bailleurs de fonds, c'est intégrer l'innovation. Ils sont pas très innovants. Ils prennent le modèle du barrage qui a déjà été publié 15 fois. Ils savent que ça marche. Et le task leader, donc ça c'est les responsables sectoriels, il ne va pas se poser la question, il va faire quelques adaptations, mais il va reprendre le modèle qui existe. Donc vous faites par exemple des compteurs qui mesurent les flux, etc. Peut-être qu'ils ne connaissent pas du tout. Pardon ? Des analyses. Bon, ça probablement ils ne connaissent pas trop. Donc si vous ne leur avez pas présenté avant, ils ne savent pas que ça existe, donc ils ne vont pas le mettre dans l'appel d'offres. Voilà. Donc travail amont est indispensable. Oui, d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, sur ce dernier point, c'est toute la difficulté que nous, on a aujourd'hui à s'implanter sur des pays étrangers, c'est que notre technologie n'existe pas. Donc on ne rentre dans aucune case d'appel d'offres, et je pense que vous avez le même problème chez CRS, c'est que vous avez du mal à trouver votre marché, parce qu'aujourd'hui, vous ne rentrez pas dans les cases. Comment est-ce que je fais pour aller aborder mes clients ? C'est toute une question, il faut que j'arrive à trouver un partenaire qui
qui arrive à parler aux mêmes personnes, qui arrive à me faire de la publicité en local. Mais c'est pas évident. C'est qu'on on ne rentre pas dans une case particulière, comme les crayons par exemple, où là c'est beaucoup plus simple. Surtout, ce que je dirais, c'est que la particularité des économies que vous présentez depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de bailleurs de fonds. Finalement, quel est le poids, je dirais, des acteurs privés? Vous voyez, on peut les identifier, les acteurs privés, mais les bailleurs de fonds, c'est quelque chose qui nous... PME, pour nous les PME, c'est quelque chose qui nous paraît assez éloigné. Si on n'a pas de relais, si on n'a pas de contact dans les ambassades, etc. Donc c'est ça la difficulté qui biaise un peu, je dirais, la loi de l'appel d'offres finalement. Donc c'est ça notre difficulté, je pense, hein, pour la majorité de mes confrères. Comment on arrive à atteindre des bailleurs internationaux, des grands organismes. Les bailleurs, en gros, l'aide publique au développement, donc ça c'est la partie don, hein, parce que de l'aide publique au développement, on peut en faire un effet de levier en bonifiant certains prêts. Mais l'aide publique au développement dans le monde, il faut demander à mon collègue du Crédit Agricole, mais je pense que c'est à peu près 100 milliards réels, hein, de dons. Si vous regardez les investissements internationaux, ça dépasse largement les 1000 milliards. Enfin, c'est plusieurs. Donc, évidemment, l'investissement privé est beaucoup plus important. Donc, sur des pays qui sont plus à risque, ou en tout cas où il y a une présence forte des bailleurs de fonds, comme l'Afrique, hein, ils sont là. Il faut les prendre comme des gens qui financent, mais en général, ils ne financent pas à 100%, c'est rare. Il faut du cofinancement, donc il faut regarder qui est leader. Ça peut être l'AFD dans certains cas, donc l'Agence française de développement, qui n'est pas un guichet. L'Agence française de développement, c'est une banque, loi bancaire 84 et soumise aux mêmes règles que n'importe quelle autre banque commerciale. L'AFD, d'ailleurs, c'est une particularité française. C'est la seule banque de développement dans le monde qui est soumise à Bâle 3. Et donc n'a pas de guichet, mais on peut parler au moins avec le responsable de l'agence locale en général, assez facilement. Voilà. Et ensuite, là, je vous invite à rejoindre un peu ce qu'on fait. Hein. Nous, on fait des petits groupes de travail, on fait des brown bag lunch, ça s'appelle. Donc, ils sont habitués à faire ça dans les bailleurs de fonds. On les invite pour un déjeuner, petit déjeuner, à Paris ou chez eux, à Washington, à Abidjan, le siège de la BAD. Africa 50 est à Dakar. Enfin, on connaît assez bien où ils sont. Et là, à Marseille, voilà. Donc ça, il faut vraiment, faites-le. On peut vous aider. Hein. Nous, on est là pour aider. Hein. On n'est pas là pour reprendre. C'est comme ça qu'on se voit. Donc, comme apporter un peu des initiatives fortes. Donc, il faut aller les voir, vendre votre technologie, votre solution. Mais il faut faire attention. C'est souvent difficile pour une entreprise toute seule. Même une grande entreprise, c'est pas facile. Si c'est écrit Thales là, ils vont pas vous laisser rentrer facilement parce que vous serez pas dans leur code de déontologie. Donc il vaut mieux y aller avec un pôle. Venez avec nous, venez avec la chambre, venez avec une étiquette un peu collective. Et là, on peut discuter solution. Donc, quand on fait nos brown bag lunch, on parle solution. Le résultat, c'est que le directeur des achats, par exemple de la Banque mondiale, qui s'appelle Chris Brown, il vient dans mon bureau, on discute. Voilà. Mais lui, là, il n'y a pas de problème, parce nous, on représente beaucoup d'entreprises, des milliers d'entreprises, donc il n'y a pas de problème de déontologie. Et c'est le directeur des achats, il signe 40 000 contrats par an, ce qui est important, mais évidemment, il en regarde quelques-uns, ou il regarde ce qu'il va faire demain, comment il va le faire, etc. Donc c'est à ça qu'il faut arriver. Il faut être vraiment grand professionnalisme, c'est un peu le métier de lobbyiste, qui est un peu moins développé chez nous que dans les pays anglo-saxons, par exemple. Mais ça demande un grand professionnalisme. Il faut répondre quand il faut. Parfois, ils ont besoin de vos infos. Il faut être dans leur cercle de consultation. On dit toujours, Banque mondiale, 16 000 personnes, 4 000 stagiaires et 100 personnes importantes. Voilà. Nous, notre travail, c'est cibler ces 100. Voilà. À la BAD, ça doit être une cinquantaine. À la BID, c'est 10. Voilà. Il y a beaucoup de francophones. Hein. Il faut, là aussi, beaucoup de francophones. Notre diplomatie économique, elle mériterait d'être renforcée si, comme vous le disiez tout à l'heure, on crée vraiment des liens avec cette communauté francophone dans les institutions financières, mais pas que. Organisations internationales. Il y en a 168 dans laquelle la France a un pied, financier ou pas.
Et ça s'organise. Bon, on n'est pas encore tout à fait au point, mais ça s'améliore.